Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce CIMI 2015 et sur le stand Paris-Val-de-Marne pour une première table ronde. Alors, nous sommes très heureux de débuter ces animations du stand Paris-Val-de-Marne. D'abord, c'est un stand qui est merveilleusement situé à l'entrée du salon. Il existe le stand Paris-Val-de-Marne depuis le lancement du CIMI. Et nous avons tout un ensemble de partenaires qui sont avec autour de l'agence de développement, avec tous les territoires, les communautés d'agglomération, le Val-de-Bièvre, Seine-Amont, Plaine Centrale, au Val-de-Marne. On a également l'Audim. Et puis nous avons également tous les partenaires qui ont aidé à la réussite de ce stand. Aropa, SADEF 94, Aéroport de Paris, EPA Orsa, Chambre des métiers. J'en oublierai peut-être, mais de toute façon, demain, nous ferons un point avec l'ensemble de nos partenaires du salon. Et nous avons donc une première table ronde qui va parler d'un territoire qui se trouve à l'extrême est de notre département, qui est à la frontière de la zone rurale et de la Seine-et-Marne, et sur lequel il y a une très belle opération qui s'appelle la ZAC Notre-Dame. Et notre table ronde s'appelle la ZAC Notre-Dame, une nouvelle entrée de territoire pour le Haut-Val-de-Marne. Et nous avons 3 intervenants. François Paillet, qui est le directeur général adjoint en charge de l'aménagement, du développement et des déplacements de la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne. Jean-Pierre Nourisson, le directeur général de SADEV 94, la principale SEM du département et de notre territoire du Val-de-Marne, et Olivier Calès, qui est le directeur du développement des Arches Métropole. Alors peut-être un petit mot par rapport à ce CIMI qui est dans une situation tout à fait particulière. Je ne veux pas bien sûr parler ni de la COP 21, ni des problèmes d'état d'urgence que tout le monde connaît, mais il y a deux éléments particuliers pour cette édition du CIMI. La première, c'est la modification des territoires avec la métropole du Grand Paris et avec un certain nombre d'institutions qui sont d'ailleurs présentes sur ce salon, qui ne savent pas très bien encore comment elles vont être organisées sur le plan administratif. Alors on sait dans quel territoire elles seront, mais à quelle sauce vous serez mangés, on ne sait pas bien. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi, bien sûr, l'édition où on parle vraiment du Grand Paris et dans la mesure où les travaux du Grand Paris Express ont débuté en 2015. Et c'est vrai que ce Grand Paris, capitale du 21e siècle, c'est normalement un booster pour notre économie. Voilà. Alors, on va revenir effectivement à la ZAC Notre-Dame. Peut-être pas au château des Marmouzets, mais c'est à côté. Voilà. Et donc, la ZAC Notre-Dame, c'est un projet, effectivement, qui représente 24 hectares qui vont être aménagés à l'extrême est du département, le long de la RD 4, tout près de la Francilienne. Et l'initiative de cette reconversion est à mettre à l'initiative de la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne. Et c'est vrai que pour le territoire du Haut-Val-de-Marne, il va y avoir un impact en termes d'aménagement et ça va transformer l'entrée du département. Je vais tout de suite passer la parole à François Paillet, qui connaît bien évidemment le dossier beaucoup mieux que moi et qui va nous rappeler peut-être le contexte géographique, historique, etc. François Paillet. Merci, Monsieur Catala. Oui, comme vous l'avez dit, donc effectivement, les communautés vont être amenées à disparaître et se recomposer dans des territoires. Donc, dans cette perspective-là, il ne s'agit pas d'être... on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais je pense qu'il s'agit juste de préparer un plat et pas de se faire avaler ou d'avaler soi-même, etc., etc. Bon, la ZAC Notre-Dame, oui, c'est un projet qui a été initié à partir de 2003. 2003, c'était il y a longtemps.
la décision de la communauté, qui était créée depuis 2 ans, a été de s'impliquer dans l'idée qu'il pourrait y avoir un jour un projet de développement économique et d'aménagement sur ce secteur. 2003, ça correspond au premier moment, au premier acte fort de la communauté, qui était la création, la déclaration d'un intérêt communautaire autour de l'aménagement de ce secteur-là. À l'époque, ce secteur, il était envisagé sur 18 hectares. Vous avez cité 24 hectares aujourd'hui. Effectivement, vous êtes dans le juste, puisqu'aujourd'hui, ce projet, il est sur 24 hectares. Le site, il est assez exceptionnel. D'abord parce que vous l'avez désigné, il est à proximité du parc départemental des Marmousets. Voilà. Il est en lisière de la forêt Notre-Dame, d'où le nom de la ZAC Notre-Dame, justement, pour rappeler effectivement la proximité avec cette forêt. Et vous l'avez également indiqué, il est bordé au nord par la RN4, mais ce que vous n'avez pas dit, c'est, vous l'avez presque dit, vous avez dit qu'on était en lisière de la Seine-et-Marne, voilà, mais on est à 2 km de l'échangeur de la Francilienne, voilà. Donc on est sur un site qui, du point de vue des déplacements et des axes routiers, est quand même relativement bien situé, quoiqu'aux confins de l'est du Val-de-Marne, voilà. Le site aujourd'hui, enfin le site hier et un petit peu encore aujourd'hui, c'est des friches et des occupations qui sont considérées comme impropres. Alors certains y trouvent des éléments d'appréciation positive avec la présence de haies bocagères, d'autres y trouvent une impression d'abandon en tout état de cause, preuve que ce site est assez fortement déqualifié, quand bien même il disposerait d'un certain nombre d'éléments naturels, structurants, moins tant dedans qu'à l'extérieur et à proximité. Voilà. Donc, alors pourquoi en 2003 cette idée de créer de s'engager dans un processus d'aménagement? Parce qu'on avait également un SDRIF qui était en vigueur, celui de 94, qui consacrait cet espace à une vocation d'urbanisation future. Urbanisation pour partie de nouveaux espaces ouverts à l'urbanisation 94 par le SDRIF, mais aussi des anciens qui résultaient du SDORIF de 76. Donc vous voyez, on est quand même sur une histoire assez ancienne dans laquelle, y compris l'État, à l'époque quand il avait la compétence en matière de schéma directeur, avait imaginé que ce site, malgré tout, devrait et pourrait être voué à l'urbanisation. Preuve en est qu'à une époque, l'État a voulu construire une prison et s'est directement dirigé vers ce site. Bon, c'est pas l'endroit où il a retenu l'implantation de cette prison, mais voilà. Donc, alors, il y a eu un consensus de toutes les villes de la communauté d'agglomération. Il y a eu un consensus assez général pour engager une première opération communautaire. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en 2003, c'est effectivement déclaration d'intérêt communautaire, mais d'autres opérations étaient envisagées, mais elles avaient été initiées par les communes. Déjà, des procédures étaient engagées et avaient été transférées pour la gestion aux communes. Là, c'était la première opération initiée par la communauté d'agglomération. Alors, je vous interromps juste une seconde. Vous pourriez peut-être nous dire ce que représente la communauté d'agglomération en termes de territoire, en nombre de villes, en nombre d'habitants? Alors, c'est 107 000 habitants. En quelques mots, parce qu'évidemment, on n'a pas... C'est 107 000 habitants, c'est 107 000 habitants, c'est 7 communes qui, en gros, se distribuent entre... la limite est qu'on a citée tout à l'heure du Val-de-Marne aux confins de la Seine-et-Marne. De l'autre côté de Saint-Maur, la boucle de la Marne et au sud de l'autoroute A4 et au nord de la RN19. Voilà, j'ai circonscrit à peu près, sans citer les 7 communes, parce que j'en aurais oublié obligatoirement une. Et alors, au niveau du territoire, du futur territoire, quelle sera, entre guillemets, la capitale du futur territoire? Alors la capitale, il y a une ville-centre aujourd'hui qui est la préfecture du département, qui est Créteil. La capitale, c'est les élus qui en décideront dans les statuts qu'ils mettront en place. Voilà. Parmi les villes les plus connues pour les gens qui ne connaissent pas bien le Val-de-Marne, ça sera Créteil. Ça sera Créteil, voilà. Voilà. Alors je disais donc une déclaration d'intérêt communautaire en 2003, mais également en 2005, la commune délègue à la communauté le droit de préemption urbain sur ce secteur-là. Des études préalables s'engagent à partir de 2005 et se poursuivent et s'intensifient en 2008 avec la FTRP à l'époque qui avait été chargée de faire cette étude préalable. Un dossier de création de ZAC a été créé et adopté donc en février 2009. Donc un processus à limite un peu long pour la maturation de l'idée, on va dire, mais à partir de 2009, les choses s'intensifient. Puisque
Après un processus qui a duré à peu près 1 an, l'aménageur a été désigné dans le cadre d'un traité de concession qui a été signé, délibéré en fin 2010 par la communauté et signé avec la SADEV donc en 2011. Voilà. Et c'est là que dans ce traité, on y voit que, comme dans le dossier de création d'ailleurs, que c'est 24 hectares et plus 18 de départ. On y voit que c'est quand même un budget d'un peu plus de 20 millions d'euros. Bon, je passe les millions supplémentaires, mais voilà, mais c'est voilà. Et avec un foncier quand même qui représente pratiquement 14 millions d'euros. Donc voilà. Sur ce secteur-là, il faut tout acheter. Il faut tout acheter avec des complexités d'indivision, avec des complicités des difficultés de bien s'en mettre aussi. Enfin, on n'a pas beaucoup de propriétés, de propriétaires, mais on a beaucoup d'indivisaires qui complexifient un peu les choses. Et donc, de ce fait, on en passe par la nécessité d'une déclaration d'utilité publique qui est signée par le préfet le 20 février 2013. Et c'est là que les travaux, ou en tout cas le caractère opérationnel de la ZAC peut enfin s'enclencher à partir du moment où on a effectivement cette DUP. Donc depuis, alors la seule chose que je n'ai pas dite mais que Jean-Pierre Nourisson complétera bien aisément, la question, je dis 24 hectares, que faire de ce site? Oui, qu'est-ce qu'on met dessus? Voilà, qu'est-ce qu'on met dessus? Alors d'abord, le premier constat, c'est que la morphologie urbaine de la commune, elle est quand même éclatée. Donc on n'a pas, comme dans certaines communes, une centralité forte avec un centre et puis tout qui s'agglomère autour. On a de multiples hameaux, si je puis m'appesantir sur cette définition, on va dire, de la commune. Donc des sites un peu éclatés, des sites d'habitat un peu éclatés, des zones d'activité qui préexistent mais qui sont un peu anciennes et avec des entreprises qui sont à l'étroit dans les zones d'activité. De ce fait, et alors également, peu d'armature commerciale et d'activité pour répondre aux besoins qui se font jour sur notre territoire. Le maire, à l'époque, était assez partant à l'idée de réaliser une zone d'activité économique, car il faisait le constat qu'il ne pouvait pas répondre à la demande des entreprises qui voulaient s'étendre et se développer et rester sur la commune. Donc on est parti de là. Il était également, le maire ne souhaitait pas à l'époque qu'on développe un nouveau hameau d'habitat. C'est pour ça qu'on a écarté l'idée que cette zone puisse être une zone mixte habitat-activité. Et puis, la communauté avait été créée en 2001 et il était légitime que, ayant pour compétence le développement économique, ce soit la communauté qui porte ce projet. Voilà, voilà la conjonction d'idées, de volonté politique et, par ailleurs, de la création d'une communauté qui avait pour vocation naturelle de s'occuper de développement économique et d'enclencher le développement de ce secteur composite, dégradé et qui méritait une requalification. Et c'est bien dans ce cadre-là que l'idée est née de créer une zone d'activité dans un premier temps et, chemin faisant, on a imaginé que cette zone d'activité pourrait et devrait être complétée par une partie commerciale et de loisirs. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'est né, chemin faisant, le programme qui est celui qui est aujourd'hui confié à la SADEV dans le cadre du traité de concession. Donc une partie activité économique et une partie commerce et loisirs, dont nous avons le représentant ici à travers M. Callès, pour lequel nous avons le représentant M. Callès, qui est représentant du promoteur chargé de la partie commerce et loisirs. Voilà. Je crois avoir expliqué les tenants, les aboutissants, l'histoire. J'ai essayé de la simplifier au plus, de façon à permettre à l'aménageur de nous expliquer peut-être ce qu'il est en train de développer avec le et les promoteurs sur ce secteur. Alors, c'est un projet qui est ambitieux, et puis c'est un projet, moi j'ai l'avis de l'autorité environnementale avec le dossier d'enquête publique de mai 2013, et qui nous dit qu'il y a quand même des enjeux environnementaux importants sur la biodiversité, la consommation d'espaces agricoles, le paysage et les déplacements, etc. Alors comment
comment ça s'est organisé tout ça depuis que vous avez en charge ce dossier? Et peut-être au préalable, quelques mots quand même sur la SADEV 94. Alors, oui, bonjour à toutes et à tous. SADEV 94, c'est une société d'économie mixte d'aménagement et de réalisation d'équipements qui existe depuis 29 ans. Nous fêtons nos 30 ans l'année prochaine, comme moi. À cette occasion, je profite pour dire qu'au mois de juin 2016, une grande fête auquel nombre d'entre vous, tous peut-être, seraient invités pour fêter avec nous les 30 ans d'activité de cet outil d'aménagement qui, je crois, a au fil des ans réussi à montrer sa compétence, puisque nous sommes un des plus importants aménageurs de la première couronne francilienne. Évidemment, nous sommes nés de la volonté des collectivités du Val-de-Marne de disposer d'un outil d'aménagement. Donc notre intervention est principalement centrée sur le Val-de-Marne, mais pas exclusivement, puisque nous intervenons également à Bezons dans le Val d'Oise, à Grigny et Viry-Châtillon dans l'Essonne. Et nous sommes en train de construire un partenariat avec la ville de Bagneux. Donc nous nous affirmons comme un outil de la métropole du Grand Paris, avec bien évidemment une expertise particulière sur le quart sud-est de la métropole. SADEV, c'est aujourd'hui 25 opérations d'aménagement, 70 opérations actives entre nos opérations de construction, nos démarches d'études. C'est 2 millions de mètres carrés de surface de plancher à développer dans les opérations dont nous avons d'ores et déjà des concessions signées. Donc vous le voyez, un portefeuille extrêmement important. Voilà, ceux qui sont intéressés par SADEV, n'hésitez pas à venir m'en parler après, mais ce n'est pas directement l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et donc, la caractéristique principale de cette opération Notre-Dame pour SADEV 94, c'est que c'est la seule opération 100% immobilier d'activité dans le portefeuille de SADEV. Partout ailleurs, nous sommes dans des programmations mixtes. Là, nous sommes strictement dans cette programmation économique. Nous sommes sur un territoire extrêmement particulier, puisque nous sommes à la charnière de la zone dense de la métropole et de la périurbanité d'Île-de-France. Nous avons donc cette caractéristique qu'évoquait François Paillet d'être une entrée de ville et une entrée de département, donc avec le signe que les collectivités territoriales aient une entrée de communauté, et demain une entrée d'établissement public territorial. Donc la volonté d'avoir un signe sur ces différentes entrées. Et nous sommes aussi à quelques centaines de mètres de l'accès à la francilienne, sur donc ce trajet est, je dirais quelque part une porte vers l'Europe. Et donc la nécessité en même temps d'une approche qualitative particulière sur cette entrée de ville, la volonté donc de développer de l'immobilier d'entreprise, mais aussi de créer des nouveaux liens qualitatifs vers la forêt Notre-Dame, qui est un des poumons verts importants de la première couronne francilienne. Donc lorsque nous avons commencé à discuter avec la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne, nous étions déjà, les dates qu'a rappelé François Paillet vous l'indiquent, nous étions déjà dans une situation de crise qui avait un impact extrêmement important sur le développement de l'immobilier d'entreprise. Donc il nous a semblé qu'il était nécessaire de dimensionner le marché sur ce secteur susceptible d'accueillir de l'activité productive et de le compléter par de l'activité commerciale qui est aussi de l'activité économique, très nettement, et qui permet un prolongement d'une zone commerciale qui existe aujourd'hui, donc juste voisine de cette zone Notre-Dame, sur Pontault-Combault. Et donc l'idée n'était évidemment pas d'ouvrir une concurrence avec ce site commercial de Pontault-Combault, mais bien d'apporter une complémentarité de produits de sorte à ce que le consommateur trouve dans cet espace
la totalité de l'offre commerciale à laquelle il souhaite aspirer, surtout aujourd'hui, avec les modifications des comportements des consommateurs, une offre diversifiée plutôt que l'hypermarché dans lequel on est censé tout trouver et où finalement on ne trouve plus grand-chose, et en tout cas pas la gamme de produits qu'on est en droit d'attendre avec des qualités différentes dans les différents gammes de produits. Et donc nous avons proposé ce développement de mixité dans le développement économique entre de l'activité commerciale pour environ 30 000 m², commerce loisirs, mais aussi, et donc nous sommes aujourd'hui à pied d'œuvre pour ça, sur 40 000 m², de développer une zone d'activité destinée essentiellement aux PME, notamment dans un premier temps aux PME locales qui aujourd'hui sont dans un immobilier obsolète et ne trouvent pas les développements dont ils ont besoin, mais aussi offrir à de nouvelles entreprises intéressées à la fois par cette proximité de Paris, à la fois par un immobilier qui reste à prix raisonnable, parce que nous ne sommes pas dans la partie la plus dense du secteur, et une accessibilité au réseau autoroutier via la Francilienne extrêmement performante. Donc nous avons contractualisé au travers d'une promesse de vente sur la partie commerciale avec les Arches Métropole, et aujourd'hui nous sommes en discussion avec plusieurs promoteurs pour la commercialisation de la partie zone d'activité qui devrait trouver un aboutissement au travers d'une promesse de vente avant la fin de cette année ou dans les tout premières semaines du mois de janvier. Alors Jean-Pierre de Riston, vous qui connaissez très bien le terrain, au niveau des prix, vous disiez effectivement que c'était très attractif par rapport effectivement à la périphérie de Paris. Quels sont les prix à la Queue-en-Brie ? Alors, je n'entrerai pas dans cette discussion compte tenu des négociations que j'ai en cours avec les journalistes posent toujours des questions un petit peu dérangeantes. Oui. En tout cas, si vous voulez, on est sensiblement... ce qu'il nous faut toujours dans toutes nos opérations d'activité sur l'immobilier d'entreprise, c'est viser le bon produit au bon prix. Évidemment, quand je rencontre des promoteurs ou des utilisateurs potentiels ou des investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est être à côté du métro, à côté d'un réseau autoroutier et payer le prix du fin fond de la Creuse. Et ça, je dois l'avouer à ma grande honte, je suis incapable de proposer ce type de produit. Parce que, vous le savez, les prix du foncier en Ile-de-France ont considérablement augmenté depuis 20-25 ans. Mais aujourd'hui, le marché de l'immobilier, la capacité contributive en matière d'immobilier des PME est au contraire plutôt en baisse, puisque les carnets de commandes ne sont pas garnis, puisque aujourd'hui la recherche, c'est d'un immobilier qui soit grosso modo en coût locatif entre 70 et 110 euros du mètre carré hors taxe annuelle. Et donc, compte tenu des coûts d'acquisition du foncier dans les zones urbanisées, aujourd'hui, c'est une opération extrêmement complexe qui nécessite des péréquations de charges foncières, qui nécessite aussi parfois des soutiens des collectivités publiques pour permettre d'offrir un immobilier, je dirais, presque dans une démarche de dumping sur ces territoires. Là, nous sommes dans un territoire... qui n'est pas bon marché, mais qui est quand même, par rapport aux autres interventions de SADEV qui sont généralement en plus proche couronne, qui restent à des prix qui peuvent rentrer par eux-mêmes et sans qu'il soit nécessaire de réaliser des programmes résidentiels complémentaires sur le site, qui puissent effectivement rencontrer un écho auprès des PME qui, vous le savez, ont de plus en plus également de difficultés à obtenir des soutiens bancaires pour leur développement. Donc, je ne vous donnerai pas de chiffres, hormis ceux que j'ai évoqués jusqu'à présent, mais l'idée, c'est réellement d'être dans ce marché aux alentours des 100 euros du mètre carré locatif annuel. Alors, pour monter cette opération, vous avez fait appel, par l'intermédiaire d'un appel à projet, à Arches Métropole. Alors, Arches Métropole, déjà, vous allez nous présenter déjà un petit peu votre activité, parce que je crois que vous êtes assez spécialisé, et puis peut-être nous dire pourquoi vous êtes venu sur ce projet. Bien.
Oui, juste en 2 mots, de préciser effectivement qui sont les Arches Métropoles. C'est donc une structure de 10 personnes affectées à de l'urbanisme commercial essentiellement, mais on a toujours été affilié dans cette profession étant un peu le mouton à 5 pattes pour effectivement avoir une notion commerciale très élargie. On parle souvent de périphérie, on parle de périurbain, centre-ville, et d'un commerce qui ne fait que d'évoluer, ça a été évoqué tout à l'heure, y compris dans l'activité d'une manière générale. Donc nous sommes effectivement spécialisés dans ce créneau, effectivement, encore une fois, du commerce au sens élargi du terme. Nous sommes une structure de 10 personnes, et sur lequel Fabrice Dumartin en est notre président. Et nous sommes depuis sur le marché, on va dire de manière très active, depuis 12-13 ans. Vous avez été créé il y a combien de temps exactement ? Nous avons été créés il y a 12-13 ans. La maison mère existe depuis maintenant un certain temps. Elle était basée en Moselle en s'appelant Les Arches. Et la structure s'est émancipée en s'appelant Les Arches Métropole depuis 13 ans sur la région parisienne. Et maintenant, elle officie sur tout le secteur géographique, puisqu'elle a des dossiers partout en France à ce jour. Voilà. Mais plus particulièrement situé à quel endroit ? Enfin, je veux dire, toujours dans l'Est ou maintenant la métropole de Paris Alors, on est établi sur la métropole, mais maintenant notre champ d'action, c'est la France et la Navarre. On a notre territoire qui est très élargi. On a aujourd'hui une dizaine d'opérations en cours, basées aussi bien dans le sud que dans l'Est et dans l'Ouest des points cardinaux de la France. Et nous sommes en train d'officier, y compris région parisienne, mais tout secteur géographique, dans, encore une fois, cette destination à la fois commerciale, en ayant quand même un tout petit département habitation que nous sommes en train d'étoffer, encore une fois, avec ce particularisme de répondre toujours à des assiettes foncières un peu atypiques sur lesquelles nous avons effectivement une valeur ajoutée, peut-être apportée par rapport aux autres. Alors, vous avez peut-être quelques opérations exemplaires à nous citer. Alors, à ce jour, surtout, nous avons livré une opération qui est assez emblématique pour nous, puisque c'est Waves, sur effectivement Metz, puisque nous avons livré ça sur notre cœur géographique, dans lequel nous avons effectivement heureux de pouvoir livrer 50 000 mètres carrés à destination commerciale et de loisirs. C'est une opération très emblématique, mais qui n'est pas la plus représentative. Elle est très atypique parce que sa taille est conséquente, et c'est un urbanisme de grande qualité, mais sur lequel tout a été pensé jusqu'aux ses moindres détails, et tout a fait l'objet d'un designer qui s'est effectivement affilié dans ce projet-là pour tout concevoir. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, nos opérations en taille, puisqu'on parle toujours de taille en termes de promotion, sont plutôt des créneaux entre 10 000 et 25 000 mètres carrés. C'est à peu près notre créneau d'activité qu'on retrouve d'une manière conséquente dans une ville qui va être aux environs de 20-30 000 habitants à minima. Donc voilà, et qui nous laisse donc des perspectives sur le territoire assez élargies pour pouvoir s'implanter. Nous avons des opérations à ce jour en cours, y compris telles que nous pouvons les énumérer, puisque nous avons un dossier sur Niort à raison de 15 000 mètres carrés à ce jour. Nous en avons un en Haute-Normandie à côté de Rouen et Le Havre, sur lequel nous sommes aussi sur une programmation à 10 000 mètres carrés. On a donc un ensemble de dossiers en cours, y compris dans d'autres territoires, qui nous amènent effectivement à, encore une fois, opposer une marque de fabrique, surtout liée encore une fois à son insertion environnementale, parce qu'aujourd'hui, le promoteur qui est en 2015 n'est plus celui qu'il était il y a quelques années. Il a nécessairement élargi son champ de compétences et son champ d'action, y compris sur une notion urbaine qu'il ne peut plus, et je dis bien plus, mettre de côté. Ce sont donc des éléments qu'ils sont obligés de prendre en compte et qui nécessitent, encore une fois, une notion environnementale qui n'est que la continuité entre la collectivité et l'aménageur. Nous sommes dans ce prolongement quand nous avons tous un ensemble de dossiers suffisamment conséquents en loi administrative, quand on parle Pinel et allure, avec des éléments qui sont de plus en plus durs, lourds à porter, et y compris sur des études à pouvoir effectivement fournir avant tout des poids administratifs. Donc Dieu sait si aujourd'hui nous sommes obligés de travailler intelligemment à la parcelle pour ne pas avoir un phénomène ou un modèle à pouvoir dupliquer, mais bien d'y apporter une intelligence à chaque opération en fonction de sa typologie, de sa géographie et de son contexte environnemental et économique. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit sur le Haut-Val-de-Marne et comment vous êtes arrivé là et pourquoi vous avez voulu participer à cette opération ? Alors, on répond toujours à une consultation parce qu'on considère qu'on a encore une fois quelque chose à apporter, peut-être de différent par rapport aux autres. Ce qu'on a voulu vraiment apporter dans ce dossier-là, c'était, et ça a été évoqué par M. Nourisson, une complémentarité. Il ne s'agit pas encore une fois de créer ce qu'on appelle dans notre jargon, et Dieu sait s'il est souvent utilisé, une locomotive. Donc le but du jeu n'est pas de chercher un alimentaire ou une enseigne de bricolage pour effectivement créer en soi son site, mais bien d'être le prolongement et d'être une nouvelle signature à ce qui se passe encore une fois entre Pontault-Combault et Chenevière, qui a un commerce existant, mais qui nécessite peut-être d'y retrouver ce qu'on appelle communément aujourd'hui une identité marketée, identifiée, dans laquelle les gens prennent plaisir aujourd'hui. Et l'enjeu de nos activités sont bien à un moment donné
de capter le chaland. Donc là, nous sommes indéniablement sur une départementale conséquente avec un flux routier conséquent, mais de pouvoir aussi inciter le chaland à pouvoir poser son véhicule pour, à un moment donné, encore une fois, s'y promener, redonner une dimension pédestre de plus en plus importante dans laquelle la dimension piétonne est d'abord notre premier nœud de réflexion. Alors, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce que c'est le nôtre, mais ça tombe bien aussi parce que les autorisations administratives y sont plus que sensibles, c'est-à-dire les transports en commun et la dimension piétonne font partie de nos axes de réflexion. Juste pour revenir en 2 mots sur le terrain qui nous incombe, qui fait aujourd'hui 10 hectares, sur lequel nous sommes effectivement dans cette réflexion pour apporter à peu près 30 000 mètres carrés effectivement de commerce et de loisirs. Notre réflexion a surtout porté sur une analyse d'abord urbaine. On a dit qu'on était dans un contexte environnemental sensible, dans lequel nous sommes effectivement proches du bois Notre-Dame, qui est effectivement un espace important, avec y compris son château et toute une base de loisirs à ciel ouvert sur la partie arrière en par-accès de la chemin des Marbouzets, qu'on voit effectivement un petit peu derrière. Peut-être que vous pouvez commenter les slides qui passent. Je vais essayer de passer... Le commenté là, il était dans un plan d'orientation donc qui ne correspond pas à notre projet, mais effectivement on est bien sur une partie arrière, sur un espace boisé qui est effectivement assez sensible et qu'il faut qu'on sache appréhender avec justesse. On est sur le pôle des 4 Chênes, un centre commercial existant qui est assez récent, qui a été livré il y a 1 an et qui a lui pour le coup cette enseigne alimentaire qui est Leclerc aujourd'hui implantée. Et l'objectif était effectivement à la fois de créer une perméabilité de tout son environnement faune-flore de bois de Notre-Dame. Donc c'est en cela qu'on dit qu'on a déjà une analyse qui est déjà un tout petit peu en amont de celui du promoteur et d'avoir une continuité intelligente effectivement du pôle des 4 Chênes tout en étant effectivement sur un... Voilà. Donc, voilà le plan masse tel qu'il a été effectivement imaginé. Donc l'objectif pour nous était effectivement, là encore, mais complètement en harmonie avec les collectivités et évidemment l'aménageur, puisque c'était en tant que tel de chercher une perméabilité sur la rue centrale qui effectivement permet l'accès à cette zone-là. Donc c'est pour nous ce parc d'activité qui est un parc d'activité à ciel ouvert puisque c'est son principe-là, a pour objectif encore une fois de créer cette perméabilité végétale à la fois sur 2 axes structurants, la rue des Marmouzets puisqu'effectivement encore une fois elle sera l'entrée principale et effectivement de tout un aspect de corridor écologique qui effectivement est structuré, qui est déjà intégré dans la demande en tant qu'aménageur et qui sera poursuivi nous en tant que promoteur pour effectivement avoir un dispositif, y compris encore une fois de zones humides, de zones structurées faune-flore, qui puisse effectivement démontrer et justifier que nous pouvons juxtaposer une activité commerciale et loisirs tout en ayant une intelligence et une préconisation environnementale de qualité et qui fera partie, dont on a un ensemble effectivement d'intervenants et de prestataires pour effectivement mener à bien cette opération. Deuxième point important, et c'était aussi l'intérêt pour nous de se positionner, de constituer un front bâti. Donc nous avons effectivement un ensemble de corps de bâtiments, y compris ici, qui nous permettent effectivement de nous structurer sur le RD pour avoir, et c'est pour ça qu'effectivement on sort aussi un peu de ce principe-là, nous ne sommes pas que sur de la périphérie, on est plutôt pour moi sur une qualification périurbaine qui tente effectivement de redonner une dimension à échelle humaine d'une part, mais de restructurer effectivement le long des artères et en l'occurrence précisément le RD4, une importance et une densité qui montre effectivement qu'on traite effectivement cette parcelle-là d'une manière plus urbaine qu'on a pu le faire dans les années précédentes. Alors, on est à l'heure de la COP21 et des problèmes d'énergie, climat, etc. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport à, je dirais, est-ce qu'il y a de l'énergie positive, est-ce qu'il y a Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? La recherche de labellisation n'est pas toujours une fin en soi. Moi, je pourrais critiquer beaucoup les labellisations, les certifications. Elles ont le mérite d'exister, mais elles ne sont pas forcément d'une vision pragmatique. L'environnement qu'on souhaite d'une manière réelle. Nous, on est parti sur l'idée de toute façon d'avoir, premièrement, une partie hydraulique de très grande qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le savez aujourd'hui, il faut absolument retenir ces eaux. Le fait est de le rejeter sur les secteurs et les collecteurs publics aujourd'hui ne sont pas d'actualité. Donc aujourd'hui, on aura un très gros volet environnemental extérieur sur toute la partie des VRD dans lequel nous sommes en train d'avoir cette préconisation. Nous allons avoir une réglementation thermique qui va beaucoup plus se rapprocher de la RT 2020 que la RT 2012 qui pour nous déjà est un peu obsolète et dans nos calculs que nous allons porter avec nos bureaux d'études, nous avons déjà performé pour effectivement être déjà au-delà de ce résultat en tant que tel. Nous aurons effectivement un ensemble de toits végétalisés et je suis prudent quand je l'évoque parce qu'effectivement il faut qu'ils aient de manière pragmatique une utilité parce que mettre encore une fois du verre sur la 5e façade, et Dieu sait si elle peut être importante, j'ai dit tout à l'heure qu'on était sur un projet périurbain,
Il y aura peut-être un jour de l'habitation qui pourra, à un moment donné, peut-être dépasser ces bâtiments et sur lequel il y aura une raison d'être esthétique, visuelle. Pour le moment, encore une fois, je réitère, une grosse réflexion sur la partie hydraulique et y compris de son stationnement, puisque nous avons prévu un parking surbaissé qui permettait évidemment sur le parking de pouvoir déjà retenir ses eaux en tant que telles et d'avoir un parking qui soit, comme on l'a fait sur Waves, sur Metz, un parking moins, j'allais dire, gênant, puisqu'on les traite maintenant sur des poches et qui permettait effectivement d'avoir une diminution, j'allais dire, visuelle des véhicules pour effectivement, sur un parking de pas loin de 1000 places, d'avoir à un moment donné des poches et beaucoup plus des espaces beaucoup plus, j'allais dire, dissimulés. Voilà, tout en gardant une dimension commerciale évidemment indispensable. Alors, vous avez parlé d'esthétique. Ce serait peut-être intéressant éventuellement de vous poser la question à vous trois en ce qui concerne l'esthétique. On peut faire maintenant des actes qui détériorent pas le paysage périurbain et les abords des villes, parce qu'il y a eu l'époque où effectivement où on voyait des grands bâtiments et en France finalement on se plaint un petit peu de ces zones d'activité d'il y a une vingtaine d'années qui ont détruit le paysage français. Maintenant, on fait de belles choses. Ça n'est plus possible de concevoir un projet pour des raisons louables qui vient dégrader le paysage. Les franciliens ne supportent plus ce genre d'approche et je crois qu'ils ont raison. On peut faire du beau. On peut faire du beau et je pense que, enfin, j'ai coutume de dire que le métier d'aménageur qui est le nôtre, c'est pas de construire des bâtiments, c'est de faire de la ville et c'est de faire de la ville aimable, c'est de faire de la ville où on a envie de vivre. On a trop de quartiers dans nos métropoles où les gens n'ont qu'une idée, c'est de partir. Aujourd'hui, on doit faire une métropole de qualité, une métropole, alors évidemment, économe en énergie, une métropole qui respecte son environnement, mais aussi une métropole belle où on a envie de vivre. Alors oui, on peut faire, et alors on peut témoigner les uns et les autres de nos discussions sur l'esthétique de cet espace commercial, et notamment de cette façade sur la RD4 qui est, comme je le disais tout à l'heure, donc cette entrée de ville et de département. Nous sommes extrêmement exigeants sur la nécessité que cette entrée donne envie de venir et ne soit pas, je dirais, un alignement de hangars avec du bardage et une enseigne plus ou moins bien pensée par tel ou tel grand de l'agroalimentaire, mais bien un lieu où les gens ont envie de venir, non seulement consommer, mais se promener, ont envie de passer des moments qui soient le moins possible des moments contraints. Et donc oui, 3 fois oui, 1000 fois oui, les opérations d'aménagement doivent embellir la ville. François Paillet, vous avez... Oui, je voudrais juste compléter. Bon, je suis pas très vieux, hein, voilà, j'ai pas 30 ans, je fête pas mes 30 ans, mais en tout état de cause, je crois que la différence qu'il y a entre les opérations qui sont conduites aujourd'hui et les opérations qu'on conduisait il y a dans mes premières années de jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, on a une interaction beaucoup plus forte entre les différents opérateurs, entre la collectivité et l'aménageur, entre la collectivité et le promoteur, entre l'aménageur et le promoteur d'une part et la collectivité d'autre part. Et je crois que du coup, on n'hésite pas à rediscuter d'un certain nombre d'éléments du programme tout au long de la réalisation de ce programme. Et je pense que c'est cette méthode, c'est cette nouvelle nécessité de travailler beaucoup plus en transversalité qui explique qu'aujourd'hui, on puisse intégrer et on soit même contraint d'intégrer davantage d'éléments qu'on ne le faisait hier. Je crois que la méthode est déterminante. Hier, on concevait un projet, on déroulait le projet. Aujourd'hui, on conçoit un projet, on revisite tout au long de la construction de ce projet, et on le discute avec l'ensemble des parties. La collectivité ne se contente plus de déléguer, elle demande à être présente tout au long du déroulement du projet et elle est active. Et la meilleure preuve, c'est que régulièrement, nous avons des temps d'échange, de discussion techniques et politiques entre la collectivité, l'aménageur et le promoteur. Et le promoteur, lors de notre comité technique et de pilotage de cette opération Notre-Dame, est toujours présent depuis qu'il a été désigné.
Donc je crois que la condition pour prendre en compte aujourd'hui les éléments que vous citiez, les éléments environnementaux, les éléments de développement durable, suppose que les différentes parties se parlent et réagissent en temps réel sur les différents sujets qui se posent. Voilà. Alors François Payet, vous allez être, j'imagine, un peu frustré parce que finalement, c'est la communauté d'agglo au Val-de-Marne qui a porté ce projet et la communauté effectivement sera plus là effectivement quand les premiers clients viendront dans les commerces. Peut-être, vous pourriez me dire quand est-ce qu'on va pouvoir venir aller acheter, je ne sais pas, des outils, etc. Quand est-ce que tout ça va être sur le papier, enfin pas sur le papier, sur le terrain, ça va fonctionner de façon pratique? L'objectif, c'est 2019. 2019, inauguration. Voilà. Et alors, non, j'ai pas du tout l'intention d'être frustré. Donc voilà. Vous serez à l'inauguration alors? Bah, écoutez, si on m'invite ou si je suis toujours en poste, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. En plus, je suis Val-de-Marnais, donc ça ne devrait pas poser de problème pour que, quel que soit le rôle que j'aurai d'ici là, pour que je puisse avoir connaissance de ce qui se passe et de l'avancement de cette opération. Non. Voilà. Après, il peut se passer plein de choses dans la vie, mais je crois que, bon... voilà, donc non, enfin, on a toujours un regard intéressé sur ce qu'on laisse après nous, mais je suis pas parti encore, à moins que, voilà. Non, mais vous serez peut-être sous une autre labellisation. Oui, mais si je suis sous une autre labellisation, voilà, je serai toujours là, je serai citoyen, je serai riverain, enfin, j'habite pas sur le territoire, mais je suis pas très loin, et on est toujours curieux de voir ce à quoi on a travaillé, et ça, j'imagine qu'un promoteur ou même un aménageur ont à peu près le même type de réflexion que celle que je peux avoir moi-même en tant que partenaire de cette opération et initiateur pour le compte de nos élus. Voilà. En tout cas, voilà, nous avons fait présenté un premier projet sur le Haut-Val-de-Marne, qui était donc un des territoires très agréables du département. Merci d'avoir présenté ces ZAC, Jean-Pierre Nourrisson, le directeur général de la SADEF 94, Olivier Calès, merci de cette présentation, les Arches Métropole, directeur du développement, et François Payet, donc actuellement DGA en charge de l'aménagement sur la communauté du Haut-Val-de-Marne. Et nous arrivons au terme de cette table ronde.